Bonjour Olivier. Bonjour Linda. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je sais, c'est ce que je te disais juste avant, là, il y a quelques secondes, ça va être un épisode, à mon avis, très inspirant. Enfin, du coup, je te mets un peu la pression en disant ça. Mais je vais te laisser dérouler. Je sais que ça va être un très beau pas de côté et beaucoup de valeurs qu'on va pouvoir délivrer aux auditeurs. Donc pour ça, merci beaucoup. Comment tu aimes te présenter, Olivier? Donc moi je suis chercheur, biologiste. Je travaille sur les plantes. Bon, je fais un peu de musique aussi à côté et sinon je m'intéresse, à la relation de l'humanité à la nature et donc avec, cette fameuse notion de robustesse. Ah, robustesse, ça m'intéresse beaucoup. Dis-moi en plus. Alors la robustesse en fait c'est ça vient de mes histoires de biologie, de nos histoires de biologie, parce que c'est toujours un travail d'équipe, tout ça. Mmh. La robustesse du vivant en fait, c'est le fait que les êtres vivants sont robustes, c'est-à-dire qu'ils sont stables et viables malgré les fluctuations. Et Mmh. donc ça, voilà, c'est assez extraordinaire. Donc tous les êtres vivants qui nous entourent sont robustes et ils sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Donc ils sont pas Oh! efficaces, pas efficients. Voilà. Ils mettent du vieux dans les rouages et donc c'est ça qui m'intéresse. Et je trouve ça fascinant parce que, effectivement, cette notion de robustesse, alors évidemment, on fait le parallèle, enfin, en tout cas, moi, je veux faire le parallèle avec la fonction publique, hein. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir à ce micro. Quand on pense fonction publique, ou en tout cas sphère publique en général, euh, tu as parlé d'efficience, tu as parlé de performance, efficacité, enfin voilà, il y a des tas de mots qu'on peut mettre avec, mais robustesse, jamais. Et donc là, j'ai vraiment envie qu'on puisse creuser ensemble un petit peu. Voilà. Déjà, qu'est-ce qui t'a interpellé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu interpellé dans ce que je vais appeler la sphère publique, en parallèle avec cette notion de robustesse ou de vivant, du coup? Oui, oui, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la sphère publique, en fait, toutes les différents organes de la sphère publique sont plutôt au service de la robustesse sociale. Hmm. Que leur mission, finalement, enfin moi par exemple, je suis chercheur, hein, je fais de la recherche fondamentale, c'est inefficace par construction. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, on nous finance pour chercher des choses que personne nous a demandé de chercher finalement. Donc ça, c'est clairement pas performant, mais c'est Hmm. au service de la robustesse. Et en fait, quand on regarde la santé, bah, par exemple, on va mettre des lits supplémentaires dans les hôpitaux. Ça, c'est plutôt de la redondance, donc au service de la robustesse, parce qu'il faut pouvoir gérer des marges de manœuvre. Donc ça, c'est un peu au cœur de voilà du service public, on va dire, c'est cette histoire de soins à la robustesse territoriale. Mais il y a Ah. un mais, c'est que ce qu'on voit dans le service public et dans les milieux publics en général, hein, les organisations publiques, c'est une épidémie de désengagement, Hmm. des burn-out. Et en fait, on est dans un moment qui, comme dans d'autres secteurs, on voit le culte de la performance qui devient Ouais. toxique. Hmm. Et dans le monde public en particulier, il y a l'inflation des normes, l'inflation des règles, l'inflation des indicateurs de performance. Et donc ça crée des fortes tensions. En fait, une tension entre la mission de service public, qui est une mission qui est plutôt au service de la robustesse territoriale, et les indicateurs de performance, qui sont en fait au contraire de ça, qui fragilisent l'organisation et donc qui la rendent moins robuste. Ah, mais alors c'est fascinant. Pourquoi il y a déjà cette obsession de la maîtrise dans la culture administrative? Est-ce qu'on le Ah oui, sait alors pourquoi? oui, oui, alors c'est enfin, en tout cas, c'est une hypothèse, Oui. mais on pourrait remonter très loin, hein. L'État, c'est un produit de l'agriculture. C'est-à-dire que quand on a inventé l'agriculture, on avait des stocks à gérer et donc il a bien fallu contrôler ces stocks et donc l'État, on peut dire, est le produit de l'agriculture. Donc il y a 10 000 ans, hein. Donc ça remonte assez loin quand même. Enfin 10 000 ans chez nous, voilà, c'est différent dans différentes régions du monde et donc À il a bien. l'échelle du vivant, c'est tout petit. Ah oui, c'est tout petit, exactement. C'est peanuts dans l'histoire de la Terre, hein, 4,6 milliards d'années. Donc, en effet, c'est tout petit à côté. Mais quand même, nous, pour notre histoire à nous, ça a été un tournant fondamental puisque d'un seul coup, on a eu un stock de ressources à gérer et donc il a fallu des règles, des mesures, de la mesurocratie. Mais le problème, c'est on a basculé de la mesurocratie à la mesurolatrie. C'est qu'en fait, on adore mesurer et on ne se rend plus compte pourquoi on mesure. En fait, on rajoute des chiffres parfois sans trop savoir à quoi ça sert, mais un chiffre, tout de suite, ça assure, hein, ça donne confiance. Alors évidemment que c'est pas de la confiance, hein, ça c'est juste un chiffre qui rigidifie le système et qui le fragilise. Donc ça devrait plutôt nous terrifier, hein, les chiffres. Alors moi qui viens de la finance, du coup, c'est très éclairant ce que tu me racontes là. Hem, mais alors, je vais rebondir quand même parce que tu as parlé des effets que ça pouvait avoir sur les agents, en général, hein. Tu as parlé de burn-out,
j'ai déjà évoqué, enfin à ce podcast, à ce micro, plusieurs fois la notion de perte de sens aussi, qu'on a l'impression qui grandit. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on perd selon toi quand on veut tout normer, tout contrôler comme ça? Bah, il y a vraiment une dissonance en effet avec le sens de l'action. C'est-à-dire que quand on norme tout, ça donne l'illusion, du contrôle et d'un monde stable. Ouais, mais Or, c'est une illusion. et c'est une illusion. Le monde n'est jamais stable et en plus, il devient de plus en plus instable. Alors sur le plan, écologique, social, géopolitique, on a plein d'exemples récents. Donc dans un monde qui devient de plus en plus instable, c'est pas que les chiffres sont inutiles, hein, ils sont utiles, Mmh. mais ils doivent être secondaires. La mesure doit être secondaire. En fait, le primat doit pas être donné à la règle, au contrôle, il faut plutôt donner le primat au jeu dans les rouages, aux marges d'interprétation, à la confiance, locale. Bah, tout ça, c'est pas des chiffres, hein, c'est plutôt la marge d'erreur autour du chiffre. Et donc en fait, c'est presque le contre le chiffre, j'ai envie de dire. Ouais. C'est plutôt ce qu'on met autour en fait qui est important. Et alors, et concrètement, tu aurais des exemples comme ça à nous donner? Bien Vas-y. sûr, bien sûr. Alors la des exemples positifs en fait, c'est alors par exemple, je vais prendre un exemple de quelqu'un, un architecte. C'est Mmh pratique mh. parce que là, on voit à peu près ce que fait un architecte. S'il reste dans le monde de la performance, et ben, il va d'abord regarder les règles, les normes, avant de faire un bâtiment et il y a tellement de règles, tellement de normes qu'il aura aucune créativité. En Mmh. fait, c'est très inhibant et en fait, il aura pas d'idée, et ce qu'il va faire, ça va être du moins 10 ans qui rentre dans les cases, du tableur Excel des normes. Mmh. Donc ça va pas nous passionner, ça ne crée pas de désir, ça ne crée pas de désir chez l'architecte et vu que les règles dominent, on va certainement rater des tas de choses importantes dans le bâtiment. Alors la version robuste, c'est de surtout pas regarder les règles, c'est de faire une approche participative. On va voir les futurs habitants du bâtiment sans se préoccuper des règles. Donc là, on va explorer complètement dans tous les sens. Et on fait plusieurs cycles de participation et donc on va engranger tout ce que nous disent les futurs habitants. Donc on va imaginer, là donc c'est très créatif, très ouvert, voilà, ça va dans tous les sens. Et donc avec ce dialogue avec les habitants, on va commencer à construire quelque chose. Et à la fin, on va avoir un objet qui n'est toujours pas soumis à des règles. Donc il y a un moment, il va falloir quand même le passer à la sauce des règles. Mmh. C'est là qu'on va voir que certaines normes sont vraiment orthogonales à ce que veulent les habitants. Pourtant, les habitants, ils ont des bonnes idées, enfin, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'approche participative, vu qu'on a un collectif de citoyens qui est derrière nous, on va pouvoir faire changer la loi. Et donc, en fait, en commençant par la participation, on va changer la loi. Et donc, ça, c'est par exemple ce que fait Patrick Bouchin dans La preuve par 7. Donc, je le dis parce que ça existe actuellement. Ce n'est pas une fiction, c'est pas une théorie d'un chercheur dans un laboratoire. Ça existe actuellement. Et ça, c'est D'accord. beaucoup plus joyeux parce que la règle est à sa place. Elle est à la place secondaire. Et donc, tout le chemin est joyeux parce que là, on échange entre humains. Voilà, on explore, c'est créatif. Et la règle, c'est plutôt quelque chose qui va nous aider à cadrer les choses, à ne pas peut-être ne pas oublier, certains points et c'est aussi quelque chose qui est malléable, qu'on peut faire, évoluer. Et donc là, en fait, on a repris, en fait, je vais pas dire le pouvoir, en fait, on a repris la puissance. C'est que D'accord. quand on est dans la participation, en fait, on va faire de la puissance qui sera robuste dans la durée. Et le temps qu'on aura perdu, au début, alors quand je dis perdu, c'est entre guillemets évidemment, hein, le temps qu'on aura pris, disons, par la participation, hein, ça prend évidemment beaucoup plus de temps que de faire une architecture clé en main, on l'aura gagné après. Parce que évidemment que le logement, il aura toutes les capacités, il aura toutes les qualités, disons, pour accueillir les habitants. Ouais, d'accord, OK. Je trouve que ça alors je vois tout à fait comment ça s'applique à une politique publique, par exemple, ou à un service public. Et là, si je veux le ramener l'agent lui-même, à l'humain, comment est-ce que comment ça se traduirait? Ce serait, un droit à l'erreur, à de l'expérimentation? Ce serait Exactement, exactement, le droit à l'exploration et en fait, on pourrait le dire, avec, un mot, en fait, il faut que dans le collectif, les collègues, hein, dans l'équipe, dans mmh, l'organisation, il faut que il y a un petit test tout simple, hein, c'est savoir est-ce qu'on est capable de dire: «J'ai besoin d'aide». ah! Si on n'est pas capable de dire: «J'ai besoin d'aide», ça veut dire qu'on est dans un milieu de compétition où on s'inhibe, où on n'a pas confiance, où on est, canalisé et donc c'est le terreau pour le burn-out et le désengagement. Si par contre on est capable de dire: «J'ai besoin d'aide», ça veut dire qu'on est dans un milieu de coopération. Et alors la coopération, il faut bien la définir. La coopération, c'est quand on va contre sa performance individuelle pour nourrir la robustesse du groupe. Et donc ça veut dire qu'on est dans l'humilité et qu'on expose ses vulnérabilités. Alors comme ça peut paraître un peu contre-intuitif, parce que dans le monde de la Mmh, performance, évidemment qu'il faut pas montrer ses vulnérabilités. Bah, mmh. c'est tout le contraire dans le monde de la robustesse, on construit sur ses vulnérabilités. Et c'est comme les êtres vivants qui se construisent sur leur contre-performance pour ajouter du jeu dans les rouages, et ça nourrit leur robustesse. Intéressant. D'accord.
Ça m'évoque, j'étais en train de penser à une citation, mais je sais plus de qui, qui en gros disait, «Cultive, si tu as une différence, cultive-la, c'est ce qui fera ta force», quelque chose comme ça. Ouais, justement, voilà, la polyvalence, la diversité, Mmh, enfin, en gros, voilà, c'est les cordes à notre arc, c'est ça qui mmh. va faire notre robustesse. L'hyper spécialiste, il est très bien dans un monde stable, abondant en ressources, mais dans un monde instable, fluctuant, et cetera, c'est plus compliqué. Donc, Il vaut mieux être polyvalent. voilà, faut être polyvalent. Mais en fait, on l'est tous. C'est juste que dans le monde de la performance, on nous fait croire qu'on est spécialiste. Alors qu'en fait, non. Voilà, peut-être qu'on est très bon dans son boulot, mais peut-être qu'on sait faire de la cuisine, peut-être qu'on sait parler de jazz à la radio. Enfin, Mmh. voilà. Donc on a plein d'autres compétences. C'est juste que voilà, en général, dans le monde de la performance, on aime bien nous mettre dans un silo, voilà, où on est expert. C'est tout à fait vrai. D'accord, et selon toi, quelle qualité est-ce qu'il faudrait ou quelle posture il faudrait encourager du coup dans alors je parle dans le monde du travail, mais je pense que dans la vie ça s'applique, ça marche aussi, enfin dans la vie perso, je veux dire? Oui, oui. Alors c'est une posture qui bascule. Hein. Dans le monde de la performance, la posture, hein, c'est quelqu'un qui est un meneur et puis qui dit je veux et je sais comment faire. Mmh. Voilà. Et dans le monde de la robustesse, c'est vraiment l'inverse. C'est quelqu'un qui dit, et c'est plutôt un facilitateur, une facilitatrice, qui va dire j'ai envie et je ne sais pas comment faire. Mmh. C'est plutôt vraiment une posture d'humilité, de vulnérabilité où en fait on essaie de créer du nous. C'est que dans la posture, il faut créer du nous. Si on dit je veux et je sais comment faire, on exclut tout le monde. Si on dit j'ai envie et je ne sais pas comment faire, là on va plutôt créer de l'inclusion. Et en fait, c'est ça qui va être, c'est ça qui est très joyeux parce que ça va multiplier les interactions, mais c'est aussi très rassurant, c'est très sécurisant parce que d'un seul coup, on a un tissu social autour de nous. Et Oui, ça c'est la robustesse sociale, mentale, physique, et cetera. c'est finalement les personnes qui vont être les plus inspirantes, qui vont, permettre, heu, de sortir, c'est pas le terme que j'ai envie de dire, mais enfin, c'est celui qui sort justement, de sortir la créativité de l'équipe ou d'éclore pour reprendre, Ouais, ouais, l'image ouais, du monde du vivant, en tout cas de analyse végétale, ouais. ouais, voilà. Non, non, exactement, exactement. C'est en fait dans la performance, la posture performante, on va le dire, je binarise un peu, hein, mais la Oui, posture plutôt performante, c'est une posture de canalisation où on est dans l'illusion du contrôle, hein, et du coup, on va mettre les gens dans des silos, dans des canaux, mmh, et on va aller très vite, très loin. Hein. Le silo, il y a rien de plus performant. Hein, ça, on va très très vite, voilà, à destination. Dans le monde de la robustesse, on va plutôt faire des chemins de traverse et mmh. donc c'est voilà, faire éclore l'exploration, voilà, et diversifier, et cetera. Comment toi enfin, je pense à toutes ces personnes qui pensent qu'elles font mal, qu'elles sont pas, assez performantes justement, pas assez bien, pas assez, expertes. Comment on leur redonne confiance à ces personnes-là? Alors bah, exactement, c'est le mot confiance est essentiel et donc en fait, il faut créer les conditions de la confiance. Mmh, Bah, par exemple, voilà, bah, comme, bah, l'un et l'autre là, on bute sur les mots quand on parle, mais c'est normal parce que voilà, on est humain, mmh, donc on ne parle pas de façon parfaite. Mais c'est en fait, faut s'imaginer l'inverse, c'est que si, moi là, je parlais parfaitement, sans buter sur les mots, sans faire d'erreur, ce serait assez terrifiant pour, l'auditoire. mmh, C'est qu'en fait, ça c'est que je ressemblerais à un robot, en fait. mmh. Et dans un robot, quelqu'un qui parle parfaitement, en fait, du coup, il y a plus de dialogue puisque je parle parfaitement. Donc il y a même plus besoin de réponse puisque j'ai tout dit dans ma phrase. Et Oui. s'il y a plus de réponse, il y a plus de dialogue. S'il y a plus de dialogue, il y a plus de langage. S'il y a plus de langage, il y a plus de communication. Et donc la confiance naît des erreurs. Et Ah, donc c'est c'est ça beau qui est ça. incroyable, c'est qu'en fait, faut inverser le rapport à l'erreur. C'est que les gens qui font des erreurs perdent confiance, alors que ce sont les erreurs qui nourrissent la confiance. Et donc Je dirais ça à mes enfants. Je passe mon temps à dire à mes enfants: «Il a confiance, il a confiance». C'est voilà. merveilleux. Merci. Ah, c'est extraordinaire. La confiance naît des erreurs. OK. Ce que tu me dis, ça m'évoque une question que j'avais pas du tout préparée, mais que j'ai envie de te poser. Alors, l'intelligence artificielle est-elle compatible avec la robustesse ou pas? Alors, en partie. C'est que, de toute Ah, façon, l'IA comme le numérique, c'est un peu comme un alien qui a atterri, sur Terre et donc on va pas pouvoir s'en débarrasser. Donc c'est là pour rester, hein. Donc de OK. toute façon, il va falloir faire avec. Alors, mais il y a quand même des aspects positifs par rapport à la robustesse, c'est la sérendipité, le hasard heureux. C'est qu'avec, Sérendipité, oui. voilà, avec, de l'IA, ou du numérique en général, on peut être exposé à des nouveaux contenus, ça Mmh. peut ouvrir le champ des possibles, donc le côté exploratoire des choses, ça c'est plutôt positif. Tout le reste, c'est plutôt toxique.
C'est qu'en fait, c'est de l'IA. Pourquoi on fait de l'IA en général? C'est pour augmenter les performances, hein, c'est pour arriver plus vite à destination, pour résumer des bouquins plus vite, pour faire des textes plus vite, pour faire des peintures plus vite. Et donc en fait, on va arriver plus vite à destination. Et alors le problème avec ça, donc ça c'est de la performance, hein, Mmh. c'est que ça fait des choses qui sont, toxiques pour l'environnement, les ressources énergétiques, les ressources sociales, et cetera. Ça tue la créativité finalement parce Mmh. que voilà, on va directement, à la destination et puis il y a plein d'effets de problèmes dans l'IA, hein. Enfin la consanguinité de l'IA, les contenus que Mmh. produit l'IA, c'est aussi l'IA va aussi se nourrir de ces contenus, donc c'est voilà, ça tourne un peu en boucle, hein. Et puis nous, on va avoir de plus en plus confiance dans des IA très performantes, alors que justement, vu qu'elles sont en consanguinité, elles vont être de moins en moins fiables. Mmh. Donc en fait, les meilleures IA, enfin si on doit vraiment trouver un modus vivendi avec les IA, c'est assez simple. Les meilleures IA pour la robustesse, ce sont celles qui sont le moins performantes. Parce que les IA moins performantes, elles obligent à une hybridation avec les humains. Et Mmh. donc là c'est bon. Là, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Quand c'est en hybridation avec les humains, c'est très bien. Quand c'est des IA très performantes, elles ont plus besoin des humains et donc nous, on court derrière. Mmh. Et donc là, ça n'a plus aucun intérêt, c'est mortifère. Mmh. S'il y avait un mot que tu pourrais, un mot, une phrase que tu pourrais dire à un agent public aujourd'hui qui se sent noyé sous les injonctions, parce que moi ce mot injonction, je le ressens beaucoup, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu lui dirais? Peut-être 2 mots, hein, oser désobéir. Waouh! Enfin, désobéir au culte de la performance, hein. Mmh. C'est ça, hein. Et en fait, d'un seul coup, dès qu'on se pose ce genre de questions-là, dès qu'on s'autorise ça, d'un seul coup, on voit un autre champ. Et donc là, alors évidemment, il faut le faire avec intelligence, hein, évidemment, peut-être avec un collectif, voilà, une communauté apprenante dans son organisation, dans son équipe, pour réfléchir à cette question-là et voir quelles autres voies on peut ouvrir avec la robustesse. Formidable. OK, Olivier, si jamais les gens veulent, poursuivre cette conversation passionnante ou rentrer en contact avec toi, comment est-ce qu'ils font? Alors, il y en a fait une petite communauté qui s'appelle justement pour faire des communautés apprenantes et ça s'appelle larobustesse.org. C'est sur internet donc, mais c'est des vrais gens derrière. Et donc il y a de plus en plus de communautés apprenantes dans plein de secteurs différents et donc là, vous allez trouver un annuaire, des ressources et c'est tout, en accès libre, donc voilà, allez-y et donc vous me trouverez dans le lot, mais il y a aussi plein d'autres personnes, très inspirantes, dans ce groupe. Je mettrai, en note de podcast. Merci infiniment Olivier, c'était passionnant. Et ben, merci de l'invitation.